L'information dans toutes ses dimensions, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette énième édition d'information sur Évasion Guinée. La situation sanitaire du pays inquiète le président de la République. Hier lundi, il a rencontré les responsables de la structure sanitaire du pays pour parler de l'épidémie du virus Ebola. Les échos dans cette édition. Le virus Ebola continue de gagner du terrain en Guinée alors que le comité interministériel de riposte à Ebola, mis en place par le gouvernement, continue de recevoir des centaines de millions de francs guinéens, 460 morts sur 690 cas enregistrés. Quel est l'avis des citoyens rencontrés? Élément de réponse au cours de cette édition. Pour qu'il n'y ait plus jamais de mort au cours d'un spectacle en Guinée, les cadres du ministère de la Culture et du Patrimoine historique et les opérateurs culturels se sont retrouvés ce mardi au Musée national de Sandargalia. C'était là les titres de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Après sa sortie inopinée hier dans les rues de la capitale ce mardi, le président Alpha Condé a effectué une autre marche dans la banlieue de Conakry. Une sortie pour rassurer les populations sur sa bonne santé. Contrairement aux fausses rumeurs qui faisaient état de son décès, les populations se sont fortement mobilisées pour acclamer le président de la République. Le président de la République a aussi rencontré hier lundi les responsables des structures sanitaires du pays au CHU de Donka. Objectif, renforcer les mesures prises dans le but de lutter efficacement contre l'épidémie du virus Ebola en Guinée. Marichel Afoufana nous en dit davantage. Avec 690 personnes infectées et 460 cas de décès depuis son apparition en mars dernier, l'épidémie du virus Ebola est la plus grave que la Guinée ait connue. Dans le souci du renforcement des mesures prises afin de lutter efficacement contre le virus Ebola en Guinée, le chef de l'État a rencontré les responsables des structures sanitaires du pays. Ces médecins ont expliqué leur méthode de travail. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons essentiellement sur 3 axes. Le premier axe concerne la prévention de l'infection. Le deuxième porte sur la prise en charge des cas dans les centres de traitement et les centres de transit. Et le troisième axe de travail concerne le transport sécurisé et l'enterrement sécurisé des corps. Conscient du danger que représente cette épidémie dans la sous-région, le professeur Alpha Condé a appelé les médecins à plus de professionnalisme, ce dans le but d'éradiquer le virus Ebola qui a déjà tué 45 médecins guinéens. Mon premier problème, c'est qu'il faut qu'on soit le corps médical. D'abord, il faut que vous protégez. On vous a donné le matériel. Vous et les infirmiers, vous êtes très négligents. Il y a combien de médecins qui sont morts? Même si quelqu'un a mal à la tête, tant qu'on n'a pas fini de combattre l'Ebola, vous devez vous protéger. Si vous n'avez pas, mais vous avez le matériel. C'est extrêmement grave, cette situation-là. Parce qu'on va être isolé complètement. Les gens nous laissent encore une chance. Il y a El France, il vient, Royal le Maroc. Si ça continue, ça va être comme Freetown. Non seulement on doit se battre pour nous, mais on doit nous battre pour Freetown et Libéria. Parce que s'il reste un seul cas d'Ebola au Libéria en Sierra Leone, on n'est pas sorti. Donc il faut que ça cesse dans les 3 pays. Pour le moment, ils n'ont pas les moyens. Non seulement on doit se battre en Guinée, mais on doit se battre au Libéria en Sierra Leone. Vous avez commencé à réussir, vous avez baissé les bras, vous avez été négligent. Et on est reparti. Donc il faut qu'on ait un rapport avec le corps médical. Dans les prochains jours, le président de la République compte rencontrer tout le corps médical du pays. Objectif, discuter des voies et moyens pour bouter hors de la sous-région le virus Ebola. Je vous l'annonce dans les titres, la Guinée paie toujours le plus lourd tribut du virus Ebola. Le pays est aujourd'hui à 460 morts sur 690 cas enregistrés. Que fait alors le comité interministériel de riposte à Ebola mis en place par le gouvernement quand l'épidémie continue de se propager de la pire manière dans le pays? Certains citoyens sollicitent l'audit et la poursuite de ce comité qui a reçu plusieurs centaines de millions de francs guinéens pour lutter contre cette maladie. Benoît Marsila.
Mis en place pour efficacement lutter contre le virus Ebola, le comité interministériel de riposte à Ebola n'a pas de bonne image aujourd'hui sur les populations. Dans les rues et dans les quartiers, les commentaires vont bon train sur la gestion de ce comité qui pour certains doit être audité parce que le virus continue à tuer des centaines de personnes dans le pays. Au vu des résultats que nous avons sur le terrain, nous allons dire que ce comité ne joue pas vraiment son rôle. Avant son installation, on était à 100 et quelques morts, mais aujourd'hui nous nous retrouvons à 400 morts. Donc nous demandons à ce que ce comité soit dissous et qu'il soit audité et voire même poursuivi de façon judiciaire. Par contre, d'autres citoyens pensent que le travail de ce comité a minimisé bien le dégât de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le comité travaille intensément. N'était sa communication, n'était son implication personnelle, citoyenne, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'une façon maîtrisable de cette maladie. À la déclaration de l'épidémie Ebola en Guinée, la mobilisation a été totale pour la vaincre. Les sociétés, institutions nationales et internationales installées dans le pays ont toutes débloqué des centaines de millions pour assister le comité de riposte. D'où sont-ils passés alors ces montants quand l'épidémie continue de se propager de la pire manière dans le pays? Le ministre porte-parole du gouvernement parle de la mise en place d'une commission comptable pour les rapports détaillés sur l'utilisation de ces fonds. Toutes les contributions que vous entendez ne viennent pas forcément à la commission. Elles sont très souvent dirigées directement vers nos partenaires, Médecins sans frontières, l'OMS, l'UNICEF ou d'autres organismes. Donc le temps de faire la décantation entre ce qui est venu directement dans les caisses de l'État, pour parler clairement, et ceux qui passent par nos partenaires au développement, il y a une très grande marge. Maintenant, je crois qu'il y a une commission comptable. Tous les fonds qui sont reçus sont soumis aux règles de la comptabilité publique, et donc très bientôt vous aurez un rapport détaillé et complet de l'utilisation de ces fonds-là. Ebola virus sans frontières a tué depuis son apparition 460 personnes sur 690 cas enregistrés en Guinée et continue à décimer les blouses blanches. Le nouveau plan de riposte accéléré en Guinée implique les religieux et les forces de défense et de sécurité pour venir à bout la fièvre hémorragique Ebola. Et comme le dit l'autre, on n'a jamais arrêté une épidémie en la mettant sous silence. Dans le cas du renforcement des capacités des membres de la CENI et leurs assistants en vue de la gestion correcte et efficiente des activités de leur opération, l'instance électorale a procédé ce mardi au lancement officiel d'une session axée sur la gestion des résultats à Conakry. Les travaux seront consacrés au concept et aux outils clés de la gestion pour l'amélioration des activités de la CENI. Aboubakar Sidikimane. Ils sont au total 25 participants qui, durant une semaine, vont bénéficier des connaissances nécessaires pour une bonne intégration de la gestion axée sur les résultats dans les pratiques managériales. La Commission électorale nationale indépendante entend, à travers cette session de formation, améliorer les connaissances des différents membres de l'institution à la base. Le bureau a décidé d'organiser cette formation GAR pour favoriser une meilleure gestion des ressources. Ce qui pourrait, à n'en point douter, améliorer la qualité de la communication entre les commissaires d'une part et d'autre part entre les commissaires, les assistants et les démembrements. La CENI, qui compte organiser les élections locales et communautaires d'ici fin 2014, préconise la correction de toutes les anomalies. Ces points focaux et leurs suppléants des départements et directions de la Commission électorale nationale indépendante auront à l'issue de cette formation plusieurs missions, dont assurer la liaison interacteurs, notamment au point d'interface en vue de la meilleure circulation possible de l'information le long de la chaîne de collaboration. Assurer une assistance technique de premier niveau au sein de leurs structures respectives en ce qui a trait à l'exploitation de la solution informatisée de GAR déployés. Des thématiques comme la maîtrise des concepts de base pour la bonne marche des futures échéances électorales seront entre autres des points qui seront débattus.
Nous allons voir toutes les fonctions classiques de l'organisation, la planification, le contrôle, le suivi, l'évaluation, de maîtriser les concepts, les principes, les outils et les systèmes de la gestion axée sur les résultats, notamment un système informatisé que nous allons mettre sur pied de gestion axée sur les résultats, et ils en seront experts à l'issue de cette formation de 3 jours. Cette session de formation des points focaux, des commissaires et autres assistants se déroulera en 2 phases. Elle permettra à l'instance électorale d'aller le plus rapidement pour la tenue des élections locales et communautaires avant la présidentielle de 2015. À présent, 24 heures après la journée sans commerce qu'il a organisée lundi 1er septembre, le collectif des commerçants victimes de pillage n'entend pas baisser les bras. Les 442 commerçants victimes comptent adopter d'autres stratégies pour que leurs revendications soient prises en compte par les autorités. Ils l'ont fait savoir cet après-midi au cours d'une rencontre avec les hommes de médias. Malik Djakité. Après une journée sans commerce qu'il qualifie de réussite totale, le collectif des victimes n'entend pas baisser les bras. Il déplore toujours le silence des autorités du pays face à leurs revendications. Accompagné dans cette démarche par le groupe organisé des hommes d'affaires Goa, le président de cette organisation s'est dit toujours prêt à soutenir le collectif. Tous ceux qui disent que le Goa a donné des consignes pour qu'une boutique soit fermée, qu'ils sortent les preuves. Je dis que c'est faux. Mais si les victimes réclament leurs droits en demandant la fermeture de tous les marchés du pays, et ils sont venus demander notre soutien en tant qu'organisation où ils sont membres, qu'est-ce que nous allons faire? Le Goa ne fera que les soutenir. Dans cet engagement, Abdallah Chérif estime que sa sécurité est menacée. Aujourd'hui, c'est certaines forces de la sécurité qui produisent des menaces. Nous sommes là. Moi, je ne bougerai pas de iota de ce pays. Je suis citoyen guinéen. Je suis là, je ne bouge pas. Le collectif des commerçants victimes de pillage entend organiser dans les jours à venir d'autres journées sans commerce, si toutefois rien n'est fait par les autorités du pays pour leurs revendications. Au lendemain de la journée sans commerce demandée par le collectif des commerçants victimes de pillage, les activités ont repris de plus belle. Ce mardi, au grand marché de Madina, les avis des commerçants sur le respect de cette journée sont partagés. Lansana Traoré pour le reportage. Ce matin, au marché Madina, boutiquiers, magasiniers, étalagistes et marchands ambulants ont repris leur commerce après la journée sans commerce d'hier. Cette journée initiée pour témoigner la solidarité des commerçants aux victimes des pillages des manifestations est perçue différemment. Aujourd'hui, nous, on a ouvert encore. Là, on a perdu la zone d'hier. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont même endettés hier pour chercher quoi à manger. Fermer la boutique, pour moi, ça n'arrange rien. Comme jusqu'à présent, il n'y a pas eu quelque chose pour, donner quelque chose aux commerçants. Donc on a jugé nécessaire d'obtenir une journée de sans commerce. Est-ce que vous comprenez? Ça a été respecté par tous les commerçants. En tout cas, membres de nos différentes organisations. Donc vraiment, on a été très satisfaits. Ce mot d'ordre de protestation lancé par le collectif des commerçants victimes de pillage n'a pas suivi la procédure normale à en croire certains administrateurs de marché. Moi, en tant que premier responsable de ce marché, je ne le connais pas. Quelqu'un qui n'a pas une table, qui n'a pas une conteneur, qui n'a pas une boutique, ne peut pas donner l'autorisation de fermer le marché de marché Mbalia. Même l'autorité, s'ils veulent fermer le marché, on convoque aux mêmes formes. C'est pourquoi lorsque j'ai entendu, j'ai convoqué tous mes chefs secteurs d'informer tous les commerçants et commerçantes de mon marché de venir hier vendre. Parce que moi, je n'ai pas été informé, je ne connais pas qui est quoi. Par contre, les meneurs de cette manifestation dressent un bilan positif de la journée. La journée a été une réussite totale parce que c'est une journée sans incident. On ne peut jamais faire l'unanimité dans des actions sociales comme ça. Parce que le service minimum est autorisé. Et c'est ce qui fait que c'est à 90% que l'activité a été suivie. Donc nous voulons que l'État nous accompagne dans ce sens pour que plus jamais des pertes comme ça, plus jamais des agressions, plus jamais le pillage. Abat le pillage. Est-ce une division ou une mésentente entre les commerçants? La question reste pour l'heure sans réponse.
Autre registre de l'actualité, la comparution du gouverneur de la ville de Conakry, initialement prévue pour le lundi 1er septembre, a eu lieu ce mardi au tribunal de première instance de Dixine. Selon les informations recueillies sur place, Soliba Sorel Camara devrait comparaître à titre de témoin sur le drame qui s'était produit à la plage de Taouya qui avait coûté la vie à 33 jeunes. Salimatou Diallo nous en dit plus. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est effectivement présenté ce mardi au tribunal de première instance de Dixine. Soliba Sorel Camara devait, selon nos informations, comparaître en tant que témoin dans le cadre du drame de la plage Rogban au lendemain de la fête de Ramadan qui a vu périr 33 jeunes suite à une bousculade au cours d'un concert des groupes de rap Balieusard et Instinct Killer. 6 personnes ont été inculpées pour, entre autres, homicide involontaire, abstention délictueuse et complicité dans cette affaire où Malik Kébé, directeur général de l'agence guinéenne de spectacle, Lévis Saint-Étienne, chef de quartier de Taouya, le gestionnaire de la plage de Taouya et autres sont en détention préventive où ils attendent leur jugement. La première autorité de la ville de Conakry était au bureau du substitut du procureur jusqu'au moment où nous quittions les lieux, c'est-à-dire en fin de journée où il devait lui fournir des explications. Au cours de cette même audition, le président de la délégation spéciale de Ratouma s'est également présenté sur les lieux. Il aurait été inculpé vendredi dernier d'homicide involontaire, de négligence et d'abstention délictueuse par le procureur à qui l'enquête a été confiée par le chef de l'État. Sekou Batouta Camara serait autorisé à rejoindre sa demeure pour la simple raison qu'il soit malade. En attendant, les yeux restent rivés sur ce dossier pour situer les responsabilités. La problématique de l'emploi des jeunes se pose avec acuité en Guinée. Selon des sondages réalisés, 62% des diplômés des universités guinéennes sont au chômage. Certains sont parfois obligés de réaliser de petites activités telles que la coiffure ou charger des batteries pour subvenir à leurs besoins. Le détail avec Mania Kondé. Le chômage est devenu de nos jours un phénomène inquiétant en Guinée. Selon l'agence guinéenne de promotion de l'emploi, il frappe 62% des diplômés sortant des universités et 42% de ceux sortant des écoles professionnelles. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter coup d'œil dans les bars cafés, centres de loteries où de nombreux jeunes passent leur temps. D'autres, non loin de ceux-ci, se créent de petits emplois comme la coiffure ou encore charger des batteries pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de ces jeunes qui, respectivement, cherchent de l'emploi depuis plus de 2 ans. Moi, j'ai fini depuis 2010, mais je me débrouille ici. Chaque matin, je viens, je cherche un peu. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu de boulot stable. Je travaille par contrat parce que j'ai fait la maintenance informatique aussi. Bon, j'ai appris la coiffure aussi depuis que j'étais au lycée. Bon, comme j'ai pas eu de l'emploi, j'ai décidé d'ouvrir ce salon de coiffure afin que je puisse avoir ma dépense quand même. Trouver de l'emploi en Guinée n'est pas chose aisée, disent-ils, mais néanmoins, ils gardent espoir. J'ai fini les études à l'université, mais j'ai fait beaucoup de études, petites formations dans les écoles professionnelles et je tente encore, j'ai de l'espoir. Sur les causes du chômage, les spécialistes signalent un certain nombre de facteurs, notamment le manque de courant électrique et l'inadéquation du système éducatif aux besoins du marché de l'emploi. Pour ce faire, des dispositions idoines devraient être prises. La Guinée a moins d'attrait que d'autres pays en raison des problèmes d'infrastructure que le pays connaît. Nous avons moins de routes bitumées, de chemins de fer, d'électricité, d'eau. Tous ces éléments sont des facteurs extrêmement importants qui déterminent l'investissement dans un pays. Parmi les éléments qu'il faut faire, il y a des éléments que j'appelle macro, qui sont liés au pays lui-même. Apaiser la Guinée, deuxième des choses, les fonctions régaliennes importantes de l'État, c'est la justice, la sécurité, mais c'est aussi tous les facteurs de production, l'éducation, mais aussi les investissements dans les infrastructures. Je pense que la Guinée aurait intérêt à financer ces secteurs que je viens d'énumérer. L'État ne crée pas l'emploi, mais crée les conditions d'emploi, quitte aux jeunes de déclencher leurs compétences pour se faire recruter, nous a-t-on confié.
À présent, rendons-nous à Kankan pour parler de la santé maternelle, un sujet au cœur des préoccupations. Malgré quelques progrès enregistrés, l'hôpital régional de Kankan fait face à d'énormes difficultés. Les médecins se battent jour et nuit en vue de réduire les complications liées à l'accouchement et à la grossesse. Mais dans quelles conditions ces médecins travaillent? Sont-ils suffisamment équipés pour faire face à tous ces problèmes? La réponse dans ce grand format signé Mfali Kilavuki. Accoucher pour une femme est source de respect et de grande espérance, a-t-on coutume de dire. Cet acte qui devrait être source de bonheur et de joie peut se transformer en drame. Ici, à Kankan, l'hôpital régional ne faiblit pas, mais l'accès aux soins pour les femmes en état de famille est un problème majeur. Témoignage de cette dame qui vient d'accoucher. C'est hier que j'ai accouché. Mon ventre me fait mal jusqu'à présent. Pour faire face à la santé maternelle, les responsables de l'hôpital régional de Kankan ont fait appel à une spécialiste d'échographie. Les femmes qui décèdent à l'hôpital, par rapport au total des femmes admises, est aux environs de 1%. Ce qui ne reflète pas la réalité, puisque beaucoup d'autres femmes peuvent décéder en dehors de l'établissement, dans les communautés, dans les villages éloignés. Marie-Anne Vivant est consciente de l'objectif de son séjour dans le Baté. Alors l'objectif c'est de former les sages-femmes de l'équipe de la maternité à l'échographie obstétricale. Ça leur permettra de dépister des situations difficiles et d'intervenir plus rapidement. L'échographiste française a d'ores et déjà identifié quelques causes liées à la mortalité maternelle à Kankan. Les femmes arrivent en situation d'hémorragie. Il y a un risque pour leur vie et souvent les bébés mourraient. Avec l'échographie, ça permet de dépister pendant la grossesse la position du placenta et donc d'intervenir plus rapidement. On peut dépister aussi le nombre de bébés, s'il y a des jumeaux, puisque là ce sont des accouchements un petit peu plus difficiles. Ça nous permet aussi de vérifier la position du bébé. S'il a la tête en bas, l'accouchement est plus facile. S'il a les fesses en bas, c'est un accouchement plus difficile. Des actions en faveur de la maternité. Cependant, certaines femmes continuent de mourir en donnant la vie. L'une des causes serait le manque d'équipement et de ressources humaines qualifiées. Je suis dans la salle avec le chef de l'unité de diabétologie. Il va te dire que ces 10 lits pour son unité ne suffisent plus. La traumatose, la même chose. L'urologie, la même chose. Donc, on a un besoin crucial d'extension sur le plan infrastructure de notre établissement. On a un besoin accru d'accroissement de la capacité d'accueil de notre établissement. On a un besoin aussi d'électricité de façon continue. On n'a pas la totalité des molécules qu'il faut. Donc on a ciblé un certain nombre de pathologies pour lesquelles les gens viennent ici en très grand nombre et qu'on a l'obligation de soulager. Bon, des fois on peut manquer des médicaments ici. Par exemple, actuellement, nous avons besoin des sérums. La pauvreté, l'enclavement des zones rurales à Kankan et la pratique de certaines valeurs culturelles et civilisationnelles sont pointées du doigt par des spécialistes. Vous savez que dans nos sociétés, la femme n'a pas de pouvoir de décision. C'est le mari qui décide à sa place. Si une femme est en difficulté d'accouchement, même pour se rendre dans un centre de santé en zone rurale, il faut que le mari mette les moyens à la disposition de la femme pour qu'elle se rende dans un centre de santé. Je parle d'un village rural qui n'est pas au centre de santé urbain. Alors, moi je crois que ce qui est important, c'est que les femmes soient suivies pendant la grossesse. Ce qui serait idéal, c'est qu'elles aient au moins 3 consultations pendant la grossesse, une au premier trimestre de la grossesse, une au deuxième trimestre et une au troisième trimestre. Ça permettrait de dépister les accouchements à risque, mais aussi les bébés qui grossissent pas bien, on appelle ça des retards de croissance. Chaque minute, chaque instant à Kankan comme ailleurs, une femme meurt de complications de la grossesse et de l'accouchement. Une tragédie qui interpelle les autorités centrales en vue de juguler le phénomène en Guinée.
Réunion de concertation entre les cadres du ministère de la Culture et du Patrimoine historique et les opérateurs culturels ce mardi au Musée national de Sandarvalia. Il a été question d'engager des pourparlers afin d'élaborer un document type qui doit réglementer l'organisation et le déroulement des spectacles en Guinée. Tierno Falilou Diallo. Le cabinet du ministère de la Culture et le collectif des opérateurs culturels de Guinée se sont mis à la table. Un processus entamé pour réglementer les spectacles à base d'un document type appelé Manuel de procédure d'organisation des spectacles en République de Guinée. Un manuel qui permettra d'éviter de tragiques événements comme celui de la plage de Rogbane. Il y a une première réunion qui a été organisée par eux. Il y a un document qui a été élaboré par l'agent guinéen de spectacle qui a été remonté au ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture avec l'intervention de son conseil culturel a fait un travail et c'est ce travail qu'on a, ce document qu'on a donné à l'ensemble des structures se réclamant structures culturelles pour qu'on vienne discuter de la réglementation de l'organisation des spectacles en Guinée. Il y a des départements qui sont impliqués dans l'organisation des spectacles comme la décentralisation, des structures comme le gouvernorat et les communes, et qu'on va contacter le ministère du Tourisme, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité, le Haut Commandement de la Gendarmerie seront contactés pour que ce document soit un document consensuel. Lors des entretiens, plusieurs points clés ont été abordés, notamment l'octroi des permis d'exploitation pour les sites de spectacle, la licence des agences de promotion, la réservation des dates pour les spectacles avec l'agence guinéenne de spectacle. Au-delà de l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire a également été pris en compte. Une initiative appréciée par les organisateurs des spectacles en Guinée. Moi, je trouve un département motivé, franchement. Bien sûr, il n'y a pas d'abord les moyens ne sont pas à leur disposition. Bon, le début, ça ne serait pas facile, mais ça va essayer de réglementer en soit 10% ou 75%. Les 25%, c'est quand ils vont savoir que tout le monde est parti vers là, que la plupart des opérateurs culturels ont accepté cette démarche, les autres ils sont obligés de nous gêner sur la route, mais Inch'Allah ça va aller. Moi j'ai aimé cette démarche, que les choses soient proportionnelles et très suivies de près. En plus des points énumérés, les bavures des forces de l'ordre ont été également soulignées. Une rencontre est prévue dans les jours à venir pour compléter et finaliser ce manuel de procédure d'organisation des spectacles en République de Guinée. L'actualité hors de chez nous, le groupe islamiste Boko Haram continue de faire parler de lui avec ses séries d'attentats au Nigeria. Cette fois, c'est à 200 km de Maiduguri que la secte islamiste a fait 38 morts. Un village complètement incendié en moins de 9 mois. Les attaques de Boko Haram ont fait 2500 morts. Suivez. Au moins 38 personnes ont été tuées lors d'une attaque de membres présumés du groupe islamiste Boko Haram contre un village dans le nord-est du Nigeria, suivi d'un bombardement contre des villageois en fuite pris par l'armée pour des insurgés, ont indiqué lundi des habitants sur place. L'attaque survenue à Dilé, dans le district d'Askira, au bas à 200 km de la capitale régionale de Maiduguri, dans la nuit de dimanche à lundi, a provoqué l'incendie de tout le village, dont 3 églises, ont précisé les témoins. Plusieurs dizaines d'hommes en armes à bord de véhicules tout-terrain ou sur des motos ont donné l'assaut au village depuis la forêt voisine de Sambisa, où ils avaient installé leur campement. Nous avons perdu 38 personnes dans des attaques de Boko Haram et des bombardements de l'armée contre les habitants fuyant le village, a indiqué un témoin. Selon lui, les hommes de Boko Haram sont arrivés dimanche soir et ont ouvert le feu contre les villageois à l'aide de fusils, de grenades et d'explosifs. Les attaques de Boko Haram quasi quotidiennes dans cette région ont fait au moins 2500 morts depuis le début de l'année. Et puis les autorités algériennes viennent d'annoncer la libération de 2 otages algériens enlevés en avril dernier. Akmi en Sardine et le Mijaou sont pointés par le gouvernement d'être responsables de la capture de ces 2 diplomates suivis. 2 diplomates algériens enlevés en avril 2012 par un groupe islamiste armé au nord du Mali ont été libérés samedi, ont annoncé les autorités algériennes en confirmant pour la première fois l'exécution d'un 3e diplomate par des ravisseurs.
Le ministère des Affaires étrangères n'a donné aucune précision sur les conditions de la libération des diplomates, soulignant dans un communiqué que le Mali était intervenu après l'intense et inlassable effort déployé par les institutions de l'État dans la plus grande discrétion. La mort en captivité du vice-consul Tsahar Touati, dont l'exécution avait été revendiquée par le mouvement Moudjahou en septembre 2012, avait amené les autorités algériennes à négocier avec les ravisseurs. Les autorités maliennes ont assuré que l'Algérie n'a versé aucune rançon aux ravisseurs en échange de cette libération. Au total, 7 Algériens avaient été enlevés en avril 2012 par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest qui contrôlait cette ville au nord du Mali. Les 3 autres diplomates algériens enlevés au consulat de Gao avaient été libérés en juillet 2012. Le Moudjahou faisait partie avec AQMI et Ansardine des 3 groupes islamistes qui contrôlaient pendant près de 10 mois le nord du Mali. Ils ont été en grande partie chassés par une intervention internationale initiée en janvier 2013 par la France. Les présidents ukrainiens et russes se sont rencontrés à Minsk, la capitale de Biélorusse, accueille aujourd'hui un sommet régional consacré au traité d'association entre Kiev et Bruxelles. Pedro Poroshenko, le chef de l'État ukrainien, est en position de force. Les soldats russes ont été arrêtés sur le territoire ukrainien. Reportage. Dans l'avion qui l'a amené à Minsk, le président ukrainien a dû en être informé. Et c'est peut-être ce qui explique le large sourire qu'il n'a pas pu contenir une fois le pied posé sur le sol biélorusse. Car il arrive à ce sommet régional avec une nouvelle carte dans son jeu. Et c'est une carte très importante. Alors que l'Ukraine accuse régulièrement la Russie d'envoyer des militaires ou des blindés sur son territoire, ce que Moscou a toujours démenti et qui n'avait jusqu'ici jamais été prouvé, l'armée ukrainienne a capturé hier soir 10 parachutistes russes, dont voici les premières images. Ce matin, Moscou a finalement reconnu que des exercices étaient en cours dans la région et que cette patrouille avait dû franchir la frontière par erreur. Le sujet sera sans aucun doute évoqué au cours du sommet régional. À Kiev, c'est l'annonce de la prochaine dissolution du Parlement qui alimente les conversations. Je pense que c'était la seule possibilité légale pour former un nouveau gouvernement. Mais je ne vois pas très bien comment on va faire pour organiser les élections dans les régions instables. C'est le 26 octobre que doivent être désignés ceux qui siégeront dans ce Parlement ukrainien. Il reste donc 2 mois aux autorités de Kiev pour tenter de sortir de la guerre avec les séparatistes de l'Est du pays. En attendant, les combats et les bombardements se poursuivent, notamment dans la région de Donetsk. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinee.info. À tous, merci de l'attention.